Nous sommes prêts à faciliter la conclusion d'un accord de paix entre Donald et Elon, moyennant des frais raisonnables, et à accepter des actions Starlink en guise de paiement. Ne vous battez pas, les gars, Samantha Bender. Vous riez, mais effectivement, c'est l'humour habituel du côté russe. En tout cas, là, ils boivent du petit lait. Alors, c'est l'amour de Dmitri Medvedev, donc l'ancien président de Russie, réputé pour être alcoolique et réputé aussi pour ses tweets de plus en plus hallucinant depuis quelques années. Il nous régale un peu chaque semaine. Il veut bombarder Paris, Londres, Berlin. Maintenant, il se propose en faiseur de paix entre Donald et Elon. Autre tweet très intéressant, c'est celui de Kirill Dmitriev, donc, qui est cet envoyé spécial de Poutine qui a participé à certains des accords, des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Lui, aujourd'hui, il a fait un tweet en disant « Pauvre Elon Musk a tout sacrifié pour soutenir Trump. Il a mis son argent, son énergie et maintenant il se voit répudié par son ami. C'est absolument honteux. Faisons que ces deux se réconcilient. » C'est un signe intéressant que la Russie veut, si vous voulez, semble se ranger du côté de Musk. Oui. Et il y a même eu des propositions encore plus hallucinantes du Parlement russe d'offrir l'asile à Musk si jamais il devait être déporté, oui. enfin renvoyé des États-Unis. Justement, voilà. On va l'écouter tout de suite. Vous avez raison, Samantha. Il y a eu un député russe, Monsieur Novikov, qui est le vice-président de la commission des affaires étrangères de la Douma, qui a fait cette proposition. Je pense que Musk joue un jeu complètement différent. Il n'aura pas besoin d'asile politique. Mais s'il en avait besoin, la Russie pourrait certainement le lui offrir. Les choses peuvent changer, bien sûr. Mais à ce stade, le retour dans 3 ans à la Maison-Blanche d'une équipe démocrate n'est pas quelque chose dont Musk a besoin. Et il n'est pas prêt à les soutenir. Sylvie Berman, on se demande si c'est une plaisanterie ou pas. Et j'ajoute simplement qu'il y a certaines voix en Russie qui comparent cette dispute publique entre Donald Trump et Elon Musk avec, vous vous souvenez, la dispute publique entre, bien sûr, Vladimir Poutine, ou plutôt Sergei Shoigu, et Prigojine. Il y a donc des mèmes qui circulent en Russie sur lesquels on voit le Prigojine, le corps de Prigojine, quand il a déclaré des diatribes anti-Shoigu, anti-ministre de la Défense, et la tête d'Elon Musk. Oui, absolument. Mais d'abord, il y a effectivement un humour très fort, d'ailleurs en Russie comme en Ukraine, mais qui n'était pas normalement le fait de Medvedev, qui était plutôt dans l'outrance et dans la violence. Là, c'est plutôt amusant son tweet, surtout si on se souvient que Donald Trump, il y a quelques jours, a dit que l'Ukraine et la Russie étaient comme des adolescents, qu'il fallait les laisser se battre et les séparer à un moment donné. Bon, là, ce sont les deux têtes, pour le moment, des États-Unis qui sont en train de se chamailler comme des adolescents. Et bien évidemment, ça affaiblit l'image de la démocratie. Alors c'est le cas au Kremlin, c'est le cas en Chine aussi. Si j'étais quand même un peu taquin, je dirais, Michel Goya, que tout ça était un peu prévisible. Combien d'analystes étaient venus sur les plateaux de télévision en France comme ailleurs pour dire ces deux-là, ça ne va jamais tenir parce que c'est deux trop fortes personnalités pour que ça tienne sur le long terme. Alors là, on ne parle pas de considération politique. Est-ce qu'il y en a un qui est plutôt environnementaliste et l'autre pas du tout? Non, là, on parle vraiment juste de caractère. Chacun veut être le maître du jeu. Ça ne marche pas. Bien sûr, et il est très rare d'avoir deux soleils dans un même système solaire. Ça peut arriver, mais c'est pas la majorité. Là, bien sûr, c'était incompatible. Tout le monde l'avait prédit. C'est un clash qui a été véritablement annoncé. La seule surprise, c'est peut-être la vitesse à laquelle c'est arrivé et la violence que ça prend. C'est là que se situe effectivement la surprise. Mais on est dans un système qui tend à devenir un système un peu oligarchique quand même, avec un système oligarchique non seulement c'est pas très efficace économiquement, mais politiquement, c'est pas très bon non plus. Vous avez des personnalités, en réalité, qui n'ont pas forcément envie de partager On va en parler de l'impact politique, mais c'est quand même étonnant de se dire que Trump n'a pas un moment eu l'idée de se dire, ouais, tiens, peut-être qu'il va me
poser quelques problèmes, qui va mettre des bâtons dans les roues parce qu'il est puissant. Il pèse 400 milliards. Il a porté près de 300 millions à la campagne électorale. Certes, ça explique beaucoup de choses. Oui, mais de là à avoir un poste au gouvernement, enfin quasiment, c'est quand même tout un monde. On va voir dans un instant qui entre les deux a le plus à perdre. Mais allons d'abord à Washington, où est en direct notre correspondant. Nous sommes en duplex avec Mathieu Derrien. Mathieu Derrien, bonsoir, merci d'être avec nous. Les conseillers de Donald Trump à la Maison-Blanche aujourd'hui nous assurent qu'après cet échange très prolifique de noms d'oiseaux, presque j'allais dire, en tout cas via chacun son réseau social interposé entre Donald Trump et Elon Musk, eh bien Donald Trump ne passerait pas de coup de fil à Elon Musk aujourd'hui pour essayer de régler les choses. Mais la question que je vous pose, Mathieu, pardon, c'est est-ce que finalement Donald Trump n'est pas capable de complètement changer d'avis et justement de finir par lui passer un coup de fil ? Si, bien sûr, c'est toujours l'incertitude avec Donald Trump. D'ailleurs, ici à la Maison-Blanche, on vient de le voir quitter la Maison-Blanche il y a quelques minutes pour aller rejoindre sa résidence du New Jersey. On espérait qu'il allait faire plus de commentaires à la presse, mais il n'en a rien été. Il ne s'est même pas arrêté devant les journalistes. Il a simplement fait quelques gestes de la main avant de monter dans son hélicoptère. Donc pour avoir un dernier indice sur l'état de sa relation avec Elon Musk, il faut effectivement remonter à ce matin quand certains médias américains pensaient savoir que les deux hommes allaient s'appeler. Mais Donald Trump a vite fait savoir qu'il n'en était rien, qu'il n'en était pas question même, et qu'il ne comptait pas parler prochainement à Elon Musk. Par contre, ce qu'il a fait savoir, c'est assez rigolo, c'est qu'il comptait se séparer de la Tesla que l'homme le plus riche du monde lui a offert il y a quelques semaines. Mais en fait, regardez, bien cette Tesla, elle est toujours garée ici sur le parking de la Maison-Blanche, à 2 pas du bureau ovale, comme un symbole finalement que peut-être tout n'est pas fini entre les deux hommes. En tout cas, les deux sont restés assez discrets aujourd'hui sur leurs réseaux sociaux. On est très loin en tout cas du déballage qui a eu lieu hier. On sait que les proches conseillers de Donald Trump lui ont recommandé de ne pas alimenter plus avant cette escalade. Et côté Elon Musk, on a aussi vu quelques signes encourageants, quelques retweets de sa part, dont certains militaient pour une réconciliation entre Elon Musk et Donald Trump. Alors Mathieu, c'est vrai, cette Tesla elle est toujours sur le parking. Le tout est de savoir pour combien de temps elle va rester sur ce parking. Alors là, il est 16h25, je crois, à Washington. La journée a eu le temps de se dérouler, j'allais dire, avec quelques réactions politiques ça et là. Est-ce que aujourd'hui, on est sur un Musk qui a déjà des soutiens ou qui est toujours très isolé justement sur ce dossier ? Il n'est pas seul au monde en tout cas parce que beaucoup d'élus républicains tout d'abord rechignent à prendre parti dans cette dispute. Ils attendent de voir en quelque sorte, surtout s'il y aura réconciliation, mais surtout les critiques sur cette loi budgétaire, les critiques d'Elon Musk qui ont un peu tout déclenché, eh bien ce sont des critiques qui sont partagées par de nombreux membres du Parti républicain, soit parce que cette loi budgétaire s'attaque à des pans vitaux pour l'État qu'il représente, soit tout simplement parce qu'ils pensent, comme Elon Musk, que cette loi budgétaire, elle va mettre l'Amérique sur la paille. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut rappeler aussi qu'Elon Musk, c'était le plus gros donateur et de loin pendant la dernière campagne. Et donc, ce n'est pas forcément facile pour tous les républicains de couper le cordon aussi vite. Merci beaucoup Mathieu Derrien en direct de Washington pour LCI. Hier, cet échange effectivement s'est poursuivi pendant de nombreuses heures entre les deux et c'est après 15 heures, heure locale, que Elon Musk a lâché littéralement sa bombe. Qu'a-t-il dit ? Il l'a qualifié comme tel d'ailleurs. Oui, il l'a qualifié comme tel. Il a dit « Il est temps de lâcher la vraie grosse bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Passe une bonne journée ». Et là, ce sont évidemment les initiales de Donald Trump. Donc là, on est vraiment dans du lourd, puisque la question, c'est Donald Trump serait-il impliqué dans l'affaire de Jeffrey Epstein, cet homme d'affaires pédocriminel qui s'était suicidé dans sa cellule en 2019, accusé d'un vaste trafic sexuel sur mineurs. Alors, Gallagher Fenwick, on a l'impression que Elon Musk, là, il était quoi ? Il était hors de lui pour relancer cette théorie. Là, c'est le moment où ce n'est plus politique, ça devient vraiment personnel. Et en l'occurrence, cette affaire, il ne faut pas en minimiser l'importance, elle est tentaculaire. Et c'est une grenade nucléaire dégoupillée. Elon Musk, c'est exactement ce qu'il fait. Parce que le conspirationnisme est extrêmement prévalent au sein du mouvement MAGA. Et les conspirations qui gravitent autour de Jeffrey Epstein, qui s'est donné la mort en 2019 dans sa cellule,
3 semaines après sa mort, le procès a été clos par le principal procureur. Il y a une conspiration, si vous voulez, avec cette idée que des élites politiques, financières, des personnalités connues ont profité des services de Jeffrey Epstein pour participer dans des orgies effectivement. Dont Donald Trump, mais alors non. Mais en fait, Elon Musk. Les fichiers n'ont pas été rendus publics, c'est ça le problème. Les fichiers ont été rendus publics et notamment les manifestes des vols à bord de l'aéronef que Jeffrey Epstein empruntait et mettait à disposition de certaines personnes. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'on sait que Donald Trump, dans les années 90 et dans les années 2000, les Clinton, d'autres ont emprunté. Le prince Andrew. Voilà. Le fait que vous soyez sur le manifeste, le fait que vous ayez été en contact, et ça, ce sont des faits. Donald Trump, on le voit dans des vidéos, dans des photos. Ça n'a rien de répréhensible. Voilà, ça n'est pas constitutif d'un crime. Mais là où se loge la conspiration, c'est entre les faits et les limites de votre imagination. C'est la raison pour laquelle, à votre avis, Musk a dégoupillé cette grenadille. Oui, alors attention, est-ce que Musk, parce que vous savez qu'avec ses petits Doge Boys, il a eu accès à beaucoup d'informations quand ils sont rentrés dans les serveurs, etc. A priori, pas ceux du ministère de la Justice, mais qui suis-je moi pour le savoir? Et donc, est-ce qu'il n'est pas en train d'envoyer le signal que, attention, j'ai des infos? C'est pour ça que je parle d'une grenade nucléaire. Ah, vous pensez qu'il pourrait aller plus loin? Peut-être qu'il a rien, auquel cas il est juste en train de réactiver une théorie de la conspiration extrêmement puissante, ou il est simplement en train de dire « j'ai des billes ». Y a-t-il un lien justement entre Epstein et Trump? L'intéressé Trump, bien sûr, s'en était évidemment défendu en disant qu'il n'a jamais vraiment eu d'atome crochu avec l'intéressé. Je n'étais pas fan de Jeffrey Epstein. Des gens hier racontaient que je l'ai jeté d'un club. Je ne voulais aucun rapport avec lui. C'était il y a des années de ça. Cela prouve une chose, que j'ai bon goût. C'était donc en 2019, Jean-Éric Burana. Aujourd'hui, en effet, on est, comme le disait Gallagher, dans une période de doute. C'est-à-dire que maintenant que l'accusation est lancée, soit on y croit parce qu'on se dit... Il l'a dit parce qu'il devait avoir des raisons, il devait avoir accès à des documents, ou peut-être qu'il a eu une discussion à bâton rompu avec Trump et qu'en fait il lui a livré ça. Soit on se dit que c'est vraiment du calcul politique et dans ce cas-là, c'est très grave et c'est très sale. C'est un divorce. Clairement. Dans les divorces, il y a des choses très sales qui se passent. Pas tout le temps, là c'est terrifiant. Là, heureusement. Là franchement, là on est dans le pire du pire. Mais tout le monde on embrasse tous nos téléspectateurs divorcés. En réalité, pardon, mais qui n'avait pas un doute quant aux relations entre Epstein et Trump? Vous avez raison. C'est quand même quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années. Maintenant, croyez-vous que ça va faire battre un cil à un seul MAGA? Non, ils vont dire encore une fois, on nous attaque. Et Trump va se martyriser, encore une fois, comme il adore le faire. Non, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a aucune importance et demain, plus personne n'en parle. Je ne crois pas que ce soit ça l'événement très difficile qu'il y a eu dans cet échange de tweets. Il a été effectivement sale, voilà, il a lancé son truc. Et Trump pourra le lui reprocher en disant « Mais t'as cherché à me salir ». Comme dans un divorce, quand il y a les choses, quand on va trop loin, quand on accuse l'ex d'avoir fait quelque chose d'absolument horrible alors que c'est faux, que tout le monde sait que c'est faux, mais qu'on a même 4 témoins qui sont prêts à jurer que c'est vrai. Et évidemment, on est dans cette histoire-là. Donc on se rend compte que la colère de Musk est très grande, on se rend compte que celle de Trump est tout aussi grande, ce qui nous fait dire que ça va durer un bon moment et qu'on peut être inquiet. Parce qu'on va certainement en parler sur le fait qu'ils peuvent s'attaquer, qu'ils ont les moyens de s'attaquer l'un à l'autre, et qu'il y a des conséquences pour tout un chacun, y compris pour nous. On va y venir dans un instant, juste avant Bernard Guetta. Non, moi je dirais que Musk connaît le vieil adage que nous connaissons tous, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Oui, mais quel est le but là? Quel est le but? Ah, ben je vais vous le dire. Oui. Il y a une hypothèse, c'est que Musk pourrait se dire, je vais créer un parti politique. Voilà. Je vais créer un parti politique. À mon avis, ce parti n'aura pas grand succès dans les élections, bien au contraire. Mais il suffit qu'il ait 1,5%, 2% au maximum, qu'il fasse tomber quelques républicains dans quelques États et que, à ce moment-là, Donald Trump doive jouer au lendemain des élections de mi-mandat avec un Congrès qui serait passé de l'autre côté. Et auquel cas, Trump se retrouve... Non mais attendez, c'est vraiment très important. Oui. Auquel cas, Trump se retrouve pieds et poings liés, et je ne
serais pas du tout étonné que Musk joue ce coup-là. Bon, Gallagher-Fenwick, vous y croyez ? Est-ce que vous, un homme plutôt de gauche, je crois, vous accepteriez de l'argent d'Elon Musk pour faire campagne ? Un homme qui fait des saluts nazis. Vous prenez son argent ? Parce que les démocrates se posent la question, et je vous la pose. Alors, premièrement... Précision, vous seriez américain dans l'histoire. Premièrement, je ne suis pas américain. Deuxièmement, non, je n'accepterai pas de l'argent d'Elon Musk. Mais il suffit... Attendez. Il suffit qu'Elon Musk n'en donne plus aux Républicains. Pour que des situations basculent dans beaucoup d'États. Justement, on nous dit... Attendez. Il suffit qu'il finance un candidat en face d'un autre candidat qui fait tomber le MAGA. C'est ça, en réalité, qui va se passer. Mais regardez, Musk, il a déjà publié, vous le savez, un sondage sur son réseau social X en disant, en gros, est-il temps de créer un nouveau parti politique en Amérique qui représente réellement les 80% du centre ? Et à cette question, il a testé. 80% des gens ont répondu oui. Mais en plus de ça, on nous dit... Sur son réseau, bien sûr. On nous dit aussi 200 millions d'abonnés. Certes, on nous dit de sources politiques américaines que, visiblement, Musk se prépare à écraser, je cite, les Républicains lors des prochaines législatives et à soutenir publiquement et financièrement les campagnes démocrates. C'est ce que nous dit un conseiller aujourd'hui de Musk. Ça veut bien dire quand même qu'on est là aujourd'hui en train de vouloir... Démocrates ou de républicains non trumpistes. Oui, c'est ça. Ce qui sera intéressant dans cette dispute, ce sera de voir de quel côté les grands de la tech vont se ranger. Parce que, si vous voulez, il y a aussi une scission à l'intérieur de la tech. Il y a tous les grands des crypto-monnaies et tous les grands de l'IA qui ont vraiment salué l'arrivée de Trump au pouvoir parce qu'il leur a promis une dérégulation totale des crypto-monnaies et de l'IA. Et eux sont vraiment pro-Trump. Et après, il y a l'autre confrérie des grands de la tech, comme Facebook, comme Google, qui se voient enquêtés aujourd'hui aux États-Unis, mais qui représentent quand même une somme d'argent très importante, qui traditionnellement était démocrate, qu'on a vu à l'investiture de Trump. Donc on peut se dire, est-ce qu'il se tourne du côté du Trump ? Ça pourrait être des alliés de Musk, si Musk veut faire tomber les républicains. Mais là où je rejoins... la question de Gallagher, pour les démocrates, d'accepter de l'argent de Musk, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour que l'échiquier politique se modifie considérablement. Mais est-ce que Gallagher, on peut se poser la question de quel est finalement entre ces deux hommes celui qui a le plus à perdre de cette dispute. Donc pour Elon Musk, il a à perdre des milliards de dollars de contrats en moins. Pour Trump, on revient évidemment à la question politique, puisque Musk a dépensé, on vient de le dire, 275 millions pour le faire élire, et qu'il a promis encore 100 millions, à des groupes de l'équipe présidentielle, justement avant ces midterms dont vous nous parliez, Jean-Éric Brana, en 2026. Donc, est-ce qu'il va l'envoyer, cet argent, Elon Musk ? Est-ce qu'il va le leur donner ? Alors, a priori, pour l'instant, c'est suspendu, ça. Cet argent, il n'a pas été déclenché, il n'a pas été envoyé. Est-ce qu'il met ça dans la balance ? Bien sûr, bien sûr. Vous avez un match, en fait, entre l'homme le plus puissant du monde, Donald Trump, et l'homme le plus riche du monde. Le problème, c'est que c'est aussi les deux plus grands trolls du monde. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de se troller en ligne. Le problème du trolling, chacun sur son réseau, c'est que c'est une méthode de perturbation et de provocation. Donc, soit vous faites effectivement ce que vous avez dit, vous dites, je l'ai dit sur mon réseau social, soit si vous ne le faites pas, vous dites, non mais attendez, j'étais simplement en train de troller, vous pensiez vraiment que j'allais créer un parti. Donc, c'est quand même, ça complique la prévisibilité de la manœuvre et de la manip. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, Donald Trump, il y a un certain pouvoir discrétionnaire de la part de l'exécutif sur les contrats fédéraux. Oui, mais c'est encadré par la loi. Il ne s'agit pas simplement de dire « je suspends ces contrats ». Il faut fournir une raison valable. Et pour le moment, il n'y en a pas. Jusque-là, Trump se moque un peu des... Il y en a une. On l'a vu pour tous les décrets qu'il a pu signer, il n'a pas beaucoup demandé l'avis des... Non, en fait, on va vous donner la parole. Juste terminer là-dessus, ensuite on donne la parole à Jean-Éric Brana. En fait, très rapidement... Là, Donald Trump, il a mis toute sa hargne en ligne. Donc, mettons qu'il suspende les contrats. Elon Musk, il va devant un tribunal. Et là, les milliards, il les récupère via la justice en présentant les messages. Et puis surtout, ça découragerait beaucoup les investissements étrangers. Jean-Éric Brana, vous n'êtes pas d'accord ? Vous ne pensez pas que ça se passera comme ça ? Mais non, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, ce sont des agences qui vont donner les ordres. Et l'ordre le plus simple, c'est sécurité nationale. On n'a plus confiance dans cet homme qui a pété les plombs. On l'a vu, vous savez, il peut mettre les tweets de Trump dans la balance. On va mettre les tweets de Musk qui n'étaient pas bien plus beaux. Vous l'avez dit tout à l'heure.
1h40 en une journée. Rien que ça, devant un tribunal, ça prouve pas que mentalement... devant un tribunal, si vous voulez, jusqu'à nouvel ordre, les États-Unis restent quand même une démocratie. Dans une démocratie, quand un marché public, quand le gouvernement achète un service, c'est un marché public. Pas qu'on s'attaque à l'État. Ça passe par un appel d'offres et on n'annule pas ça comme ça. Peut-être qu'ils vont essayer, peut-être que Trump va dire c'est une question de sécurité nationale, mais dans un tribunal avec un juge impartial qui voit ce qui se passe sur X, va se dire non, ça c'est de la corruption. Vous avez vu le contrat qu'il a signé ? Comment ? Vous avez vu le contrat qu'il a signé ? Non, j'ai pas vu le contrat, mais je connais les principes. Et vous l'avez vu, vous, Jean-Éric ? Non, je l'ai pas vu. Je veux dire la même chose. Non, ça dépend de ce qu'il y a dans le contrat. Attendez. Il y a des principes de base d'achat public qui ne sont pas par l'intuitu personnel, qui passent par... C'est un des b.a.-ba d'une démocratie. Sinon, on se trouve dans une légalité. De toute façon, il n'est pas question de supprimer les contrats pour l'instant. Le fait de le mettre sur un tweet de la part de Trump, excusez-moi, mais si on regarde tout ce qu'il a mis sur des tweets depuis 2016, on a de quoi refaire la planète 15 fois. Et puis, Sylvie Berman. Attendez, une phrase. Regardons. Je voudrais donner la parole un instant à Sylvie Berman. Oui, en fait, Bannon, qui reste influent malgré tout, a conseillé à Donald Trump pour trahison de l'expulser des États-Unis. On va y venir. Et donc, non, mais je veux dire, ce qui est important, c'est que chacun a des armes et que chacun peut tuer l'autre. Ah, mais complètement. Donc, c'est pas si facile que cela. Mais celle-là est importante. Mais Bernard Guetta, allez-y. Écoutez, les États-Unis sont une démocratie, mais le président des États-Unis ne se comporte pas du tout en démocrate. Et il fait absolument n'importe quoi, et puis il attend d'être condamné ou pas condamné par la justice. Imaginons qu'il casse, d'une manière ou d'une autre, des contrats avec Elon Musk. Ah oui, bien sûr, 6 mois après... ou 4 ans après, la justice américaine pourra dire « Ah non, c'était illégal, il faut le rembourser, etc. » Mais en attendant, il aura complètement cassé les industries d'Elon Musk, et c'est ça qui lui importe. Justement, Elon Musk, vous avez vu que l'action, évidemment, de Tesla, pour ne citer qu'elle, a littéralement dévissé. 14%. On était quand même passé à moins de 14%, alors que depuis, je crois, le mois d'avril, on était passé à un plus 53% progressivement, parce qu'on avait appris précisément que Musk allait revenir à sa tâche de président de Tesla et qu'il allait plutôt s'occuper des affaires plutôt que celle de l'État. Donc la confiance des marchés était revenue, désormais elle est repartie en l'espace d'une journée. Donc aujourd'hui, on se demande en effet si celui qui n'a pas plus à perdre dans tout ça, ça n'est pas finalement en effet Elon Musk. Rien qu'en termes d'affaires, ça reste un businessman. Lui, il a certes, dit-on, le temps long parce qu'il n'est pas soumis à un mandat. Malgré tout, il est soumis à des affaires, Michel Goya. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais des affaires multinationales. Un des éléments aussi, c'est qu'une grande partie des affaires qu'il fait avec Tesla, c'est en Chine. Et que c'est pas forcément non plus conforme et compatible avec la politique. Attendez, vous êtes tous en train de nous dire ce soir que tout ce qui a été mis en place aujourd'hui par Trump est en totale inadéquation avec ce que veut Elon Musk depuis le début. Bah oui. Les deux ne s'en sont pas rendus compte avant. Ça paraît incroyable. Mais non, mais il y a plein de choses qui paraissent incroyables. Quand même, Donald Trump lui-même, dans le bureau ovale, aujourd'hui, a dit il aurait dû dire ça il y a des mois, Elon Musk. Comme quoi, il savait que c'était compliqué entre eux. Mais c'est deux trolls qui ont trouvé pendant un temps donné un moyen de coexistence. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Non, mais ça, moi, je ne peux pas me satisfaire de cette explication, Gallagher. Et je suis sûr que vous êtes capable de l'expliquer mieux. Pourquoi était-il capable, pourquoi ces deux hommes nous ont-ils montré depuis plusieurs mois cette façade d'une entente phénoménale ? Quel était le but ? La manière dont un collectif fonctionne, c'est quand il y a des points de convergence entre les égoïsmes des uns et ceux des autres. À partir du moment où ces égoïsmes ne se rencontrent plus, vous avez le clash auquel on assiste. Attention, cette interdépendance qu'on est en train d'analyser, de décortiquer, elle ne disparaît pas comme ça. Ça veut dire qu'ils sont montés très haut, ils peuvent aussi redescendre. Elon Musk, il a quand même passé une partie de la journée à dire aujourd'hui à des gens qui lui disaient « si vous calmiez pas un peu le jeu », lui répond « peut-être que vous avez raison ». Trump. Donc en fait, il attend le coup de fil de Donald Trump. Peut-être. C'est une histoire d'ex. D'accord. Ça peut une histoire d'ego, vous voulez dire ? Oui, aussi. Oui. Ça peut se calmer, mais toujours est-il que ça reste très inquiétant parce qu'ils se comportent comme des gamins et une partie de notre sécurité en tant qu'Européens, parce qu'il y a quelque chose de très divertissant, mais il y a des conséquences. Non, mais on n'est pas divertis. On essaye de comprendre. Justement, dans l'économie, oui, absolument. On se demande si cette querelle ne finirait-elle pas par nuire justement aux entreprises de Elon Musk, comme vous venez de dire, Guillaume Serrin. C'est-à-dire si Donald Trump était moins pressé, finalement, de favoriser le développement de la voiture autonome.
Parce que il en avait l'intention. C'est assez probable, mais d'un autre côté, Donald Trump va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée parce que de plus en plus d'entreprises vont se dire mais ce président, il est totalement imprévisible, il peut me faire, et à mon entreprise, demain matin, absolument n'importe quoi. Et vous êtes par exemple monsieur Bernard Arnault qui nous appelle à investir si massivement aux États-Unis. À mon avis, écoutez, je ne l'ai pas appelé, il ne m'a pas appelé. À mon avis, ce soir, il doit se dire, oulala, mais finalement, il ne faut peut-être pas se ruer. Je suis pas sûr. C'est Lieberman. Je pense pas du tout que ce soit. Il a souvent défendu Monod ou Rodolphe Saadé de CMA-CGM. Je pense qu'ils vont continuer à investir aux États-Unis. Peut-être pas si vite. Mais ils vont peut-être prendre leur temps. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui Trump a conscience du poids qu'il représente pour l'économie de Musk précisément? C'est-à-dire qu'en fait, on sait que leur entente va mécaniquement avoir un impact réel sur les finances de Musk. Il y a un exemple très précis, c'est un dénommé Jared Isaacman qui devait hériter de la tête de la NASA. C'est un milliardaire très proche d'Elon Musk qui a utilisé les services de SpaceX. Donc c'était vraiment le jackpot pour Elon Musk. Et il y a quelques jours, Donald Trump a décidé de revenir sur cette nomination. Pourquoi ? Parce qu'on lui présente une liste de personnalités démocrates auxquelles Jared Isaacman a fait des dons. Elon Musk lui dit « Écoute, c'est très bien, ça prouve que tu es ouvert comme président, etc. » Et en fait, c'est monté dans les tours et c'est le chef du personnel présidentiel qui a eu dans cette histoire le dernier mot et donc l'oreille de Donald Trump pour lui dire « Non, tu peux pas mettre Jared Isaacman à la tête de la NASA. » Donc ça fait partie en fait des petits bouts de poison distillés dans cette relation, ce qui donne cet éclatement. Donc, oui, mais Jean-Éric Brana, il y a quand même, Elon Musk est un des plus dépendants des fonds fédéraux, effectivement, puisqu'on parle de 11,4 milliards. Voilà, 11,4 milliards. Donc la collaboration SpaceX et le Dôme d'Or, vous vous souvenez, Jean-Éric Brana, Donald Trump qui l'appelle comme ça, il vient de nous en parler récemment, Donald Trump. Donc à la clé, il y avait des contrats publics encore plus importants. Il y a toujours. Pour Elon Musk. Est-ce qu'il est capable de les remettre en question uniquement parce que le budget, la loi pour le budget ne lui plaît pas et qu'il la trouve dégoûtante? Et pourquoi voulez-vous qu'il les remette en question? L'État fédéral a également besoin d'Elon Musk. Enfin, c'est du donnant. C'est-à-dire, donc c'est encore une façade. Vous retirez Elon Musk de la NASA s'écroule. Ah, carrément. Bah oui, déjà pour aller sur... Et puis, n'oublions pas que le président a des moyens de pression très très forts, vous venez de le dire, sur Elon Musk, mais Elon Musk a des moyens de pression très très forts sur Trump parce qu'il y a des élections de mi-mandat qui arrivent. Et on en revient à ce que nous disions tout à l'heure, il n'a même pas besoin de financer les démocrates, il suffit qu'il intervienne dans les primaires républicaines. Exactement. Mais là, vous parlez Permettez-moi sur les finances, juste un point, puisque vous avez dit il a perdu 14,5, il avait gagné 70% en novembre. Donc en réalité, pour l'instant, il n'est pas perdant. Oui, mais là, on se parle de calculs et de jeux pour savoir qui aura vraiment un impact sur sa société ou son gouvernement ou ses finances. On parle d'hommes qui sont extrêmement impulsifs, on le dit beaucoup d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils pourraient finalement, d'un revers de la manche, en effet, balayer peut-être leur contrat de coopération juste pour une question d'ego, non? Vous pensez pas? Bien sûr. Donc, moi, je c'est très dangereux, ça peut exploser à n'importe quel moment. Moi, je ne le crois pas. Je crois que Trump est capable de balayer beaucoup de choses, mais pas ses propres intérêts. Or là, Musk, c'est ses propres intérêts. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de Musk? C'est parce que Musk lui a apporté d'abord le génie supposé qu'il avait, ou réel, je n'en sais rien, mais en tout cas l'aura qu'il avait auprès de beaucoup de monde, les jeunes, la tech, toute la jeune génération qui vénérait Musk avant qu'il rentre en politique. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même une réalité qui reste vraie dans beaucoup de parties du monde et auprès de beaucoup de monde encore, en particulier chez les jeunes. Et ça, Donald Trump savait qu'il avait besoin de cette frange-là pour pouvoir être élu. Donc il a fait venir Musk. Il avait besoin également de Musk parce que Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Avoir l'homme le plus riche du monde à côté de soi, sous son autorité dans le gouvernement, excusez-moi, mais c'est quand même quelque chose qui sert à sa légende. Et aujourd'hui, Trump a toujours besoin de Musk, même s'ils sont fâchés. Donc ils vont avoir des noms d'oiseaux, ça va aller très loin. On a l'habitude avec Trump, enfin
vous l'observez comme moi depuis 2015. Il n'arrête pas de faire ce genre de choses. Et il peut insulter quelqu'un et le lendemain lui taper sur l'épaule en disant « Allez, on va manger un hamburger ensemble ». On l'a vu avec Volodymyr Zelensky. Notamment. On peut se demander finalement si Elon Musk n'est pas le premier réel opposant de Donald Trump. À Donald Trump, il n'a pas eu de réel opposant depuis le début. Il ne faut pas vous le demander, c'est une certitude. C'est bien le cas. C'est une certitude. Mais je pose des questions pour que justement vous insistiez sur ce genre de réponse et que ça soit clair pour tout le monde. Donc Elon Musk est le premier et le réel opposant, Gallagher Fenwick, à Donald Trump. Un oligarque qui se lève contre le grand patron autoritaire. De même que les bourses, avant, ont lancé la première salve contre Trump. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Steve Bannon décrit Elon Musk. Il le décrit comme un oligarque. Et il n'arrête pas de dire que les oligarques n'ont pas d'idéologie à part celle de l'argent et donc ils ne sont pas fiables. Et c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Donc effectivement, c'est le tout premier. Il faut s'en féliciter, non? Au lieu de le déplorer, il faudrait peut-être s'en féliciter, puisqu'on disait tous que c'était terrible, qu'il n'y avait pas d'opposants à Donald Trump. Si vous goûtez ce genre de personnage, peut-être. Non, écoutez, moi je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut s'en féliciter avec un énorme bémol. C'est que les deux, dans leur grotesque bataille, sont en train de ridiculiser la plus grande démocratie du monde, et donc le camp des démocraties. Moi, je trouve ça plutôt très inquiétant, parce que, imaginons, se réjouir de Musk, ça me fait penser à ceux qui se réjouissaient on va repartir sur Prigojine, quand il a fait sa marche sur Moscou, mais regardez qui sont les amis de Musk. Il s'ingère, il est ami avec l'AfD. On sait comment ça s'est terminé pour Prigojine. Droite, comment? On sait comment ça s'est terminé pour Prigojine. Ça sera sans doute pas la même chose. Il y a même des blagues sur pas le même genre, pas le même régime. Sur Musk, sur une fusée qui s'écrase, qui circule dans l'internet aujourd'hui. Mais regardez qui sont les amis de Musk. D'abord, le Kremlin est en train de se ranger du côté de Musk. Il est ami des partis d'extrême droite en Europe. Il a quand même des velléités, excusez-moi, mais plutôt racistes dans la façon dont il parle. Et son obsession avec une création d'une super race, excusez-moi, mais ça me rappelle aussi des choses qui sont passées il y a 80 ans en Europe. Avoir Musk en opposition à Trump, pour moi, ça donne une image catastrophique des États-Unis. C'est quoi? C'est entre la peste et le choléra. Sur ces points-là, ils sont pas en opposition. L'autre raison pour laquelle c'est inquiétant, c'est que Donald... pas tous en même temps. Mais ils sont en train de se mettre en opposition pour des raisons d'égo, et c'est encore pire. C'est pas du tout une question de démocratie, c'est une question vraiment de deux oligarques qui se fritent entre eux. L'autre source de préoccupation, c'est que Donald Trump, il a sur son bureau les dossiers suivants: Chine, Russie-Ukraine, Gaza, Proche-Orient, Iran, et maintenant il y a un énorme dossier Musk. Pour une personne avec un temps d'attention aussi limité, ça commence à faire beaucoup. Et comme le disait monsieur le député, quand on voit les succès quand même très mitigés sur les dossiers susnommés, je ne suis pas certain qu'ils sachent. Il y a quand même pour l'instant 3 dossiers qui sont un peu en stand-by, on peut se le dire franchement. En tout cas, il faut souligner. En tout cas, il faut souligner que suite à ce qui s'est passé, il y a certaines personnes qui ont défendu Donald Trump. Et Steve Bannon en est un, pas des moindres. Qui est-il? Steve Bannon, c'est un des critiques les plus acerbes envers Musk. C'est un ex-collaborateur de Donald Trump, bien sûr. Et voilà ce qu'il a posté lui-même hier, Steve Bannon. Il devrait lancer une enquête officielle sur son statut d'immigrant. Le coup est bas, car je suis fermement convaincu que c'est un étranger, il parle d'Elon Musk, en situation irrégulière et qu'il devrait être expulsé du pays immédiatement. Non seulement il conseille donc ceci au président, mais il conseille d'annuler tous ses contrats et même de faire une enquête sur sa consommation de drogue. Monsieur le député, est-ce que vous trouvez que c'est sensé, que c'est raisonnable ce que propose Steve Bannon? Non, ce n'est ni sensé ni raisonnable, mais en revanche, ça donne une idée de la dégradation de ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que les incarnations, les deux incarnations de deux courants différents et profondément hostiles du Trumpisme en sont là. Parce que en fait, c'est la zizanie entre les républicains. Ah non, n'employez pas ce mot zizanie, c'est pas du tout ça. C'est la guerre nucléaire. C'est la guerre nucléaire. Et c'est extraordinairement sérieux. Et il faut quand même rappeler à M. Bannon
que Elon Musk est citoyen des États-Unis. Non, mais parce qu'attention, il conseille de le déporter. De déporter Elon Musk, de l'exiler. De l'expulser. En fait, il y a une forme de jalousie aussi, parce que c'est Steve Bannon qui a fait gagner Donald Trump en 2016. D'ailleurs, comme il avait fait gagner, il avait aidé. Donc une jalousie de Steve Bannon envers Elon Musk. Ah non, mais absolument. Ils se détestent depuis le début. Ils se détestent depuis le début. Et c'était lui qui était l'homme fort durant le premier mandat et qui était influent. Donc il déteste Musk. Admettons, je sais que c'est un peu lunaire pour l'instant, mais admettons qu'il soit en effet expulsé. Où pourrait-il aller, ce fameux... Pourrait-il aller au Canada? Ce qui n'arrangerait pas les affaires, j'allais dire, d'entente entre le Canada et les États-Unis en ce moment. Pourrait-il aller en Europe? En Europe, ça a déjà été dit, il est quasiment le bienvenu, écoutez. Oui, en Allemagne. Je me demandais si vous aviez déjà contacté M. Musk pour qu'il s'installe en Europe et crée sa propre entreprise ici. Il est le bienvenu. En effet, comme le dit Paola, tout le monde est le bienvenu pour démarrer et se développer au sein de l'Union européenne. Sylvie Berman, on dit ça, j'imagine, un peu sur le ton de l'humour, mais est-ce que un Musk, sur le sol européen, pourrait faire du bien, du mal? Du mal, je dis ça parce qu'il a déjà pris fait et cause pour certains partis en Europe, notamment en Allemagne, l'AfD, qui est donc un parti d'extrême droite, il a pris fait et cause pour l'AfD. Donc ça, on voit qu'il y a quand même une tonalité qui est donnée. En revanche, d'un point de vue économique, est-ce que ça ferait du bien d'avoir 400 milliards qui arrivent d'un coup sur notre sol? Je pense qu'il ferait sûrement plus de mal que de bien. C'est-à-dire que même si économiquement, mais je ne pense pas que l'Europe l'intéresse de ce point de vue, parce qu'on n'a pas les mêmes facilités pour développer une entreprise en Europe. Mais il ferait beaucoup de mal à cause de son idéologie, qui est une idéologie raciste, effectivement. Qu'il renforcerait avec l'Afrique du Sud et il renforcerait les partis. Oui, là, il est très clair là-dessus. Il n'y a rien qui l'empêche d'investir en Europe, maintenant. C'est pas un problème de localisation. Non, jusque-là, il n'y avait rien qui l'empêchait, si ce n'est le fait d'être attaché à un gouvernement auquel il était très proche. Exactement. Alors, ce qu'il avait proposé, d'ailleurs, c'était un libre-échange total entre l'Europe et les États-Unis pour cesser de subir les droits de douane que lui imposaient les Européens. Il n'a pas vu le jour pour l'instant. Et il déteste la Commission européenne. Quand même. Non, il déteste la Commission, il déteste la régulation, il déteste que l'Europe ait un ensemble bâti autour de l'état de droit. En revanche, ce dont nous avons besoin, et ce qu'il incarne dans une certaine mesure, on a tendance à l'oublier, c'est, je veux dire, une force technologique, une capacité de rupture en matière d'innovation et de technologie. Et ça, c'est ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire, pour arrêter de rêver devant ces horribles personnages, il faut qu'on soit capable de faire émerger des champions technologiques de l'innovation. Et ça, nous, Européens, nous n'en sommes pas mais capables. Pas de là à le faire venir sur notre sol. Non, justement, il faut qu'on ait nos propres champions, sans avoir à les faire venir. Mais juste sur Steve Bannon, Elon Musk, Steve Bannon, c'est un national-populiste et il est catholique. Elon Musk, il est transhumaniste. Et pour Steve Bannon, c'est l'antéchrist. Alors expliquez-nous ça là, parce que j'ai pas bien compris. Fait, Elon Musk, il a dans sa conception, en fait, j'allais dire philosophique de l'humanité, à la fois la vie extraplanétaire, donc le fait d'aller vivre sur Mars, conquérir d'autres planètes, etc. Mais il y a aussi cette idée de l'homme augmenté, d'où la consommation que le New York Times lui prête, en mesure de le vérifier de manière indépendante. La kétamine, il l'a reconnue pour des raisons de dépression, mais de substances qui peuvent, pensent certaines personnes au sein de son augmenter vos capacités neuronales, cérébrales, et donc mieux exploiter toute personne qui prend de la drogue peut dire cela. Hein. Bien sûr. C'est le cas. Il faut rajouter à ça son obsession à avoir des enfants, parce qu'il veut qu'il y ait de plus en plus d'enfants intelligents dans le monde, donc il fait le plus d'enfants possible. Et en plus, il crée des écoles aux États-Unis pour les enfants surdoués. Et donc, et rajouter à ça son invention Neuralink, qui pour le moment est utilisée, c'est une puce dans les cerveaux qui est utilisée pour les handicapés, mais qu'il aurait envie de développer pour augmenter encore plus les capacités intellectuelles des humains. Donc on est vraiment dans une... Là encore, je me répète, mais la création d'un surhomme, et moi ça me fait penser, excusez-moi, à l'Ubermensch qu'on avait voulu... Mais complètement. Vous avez raison. Bernard Guetta, développer... Je voudrais simplement rajouter une chose en soulignant qu'on parle tout le temps des divisions de l'Union européenne. Il y a des divisions et des problèmes dans l'Union européenne, mais comparé
à ce qui se passe aux États-Unis, nous sommes le triomphe de l'unité, de la raison, du calme et de la rationalité. Ils sont deux, on est 27. Bernard Guetta, oui. On est comparé aux États-Unis, on triomphe. Comparé à la Russie, on triomphe. Bref, on est les meilleurs, quoi. Hein, vous n'avez pas tort. Je suis heureux que vous le voyez. Non, mais vous êtes député européen, donc moi je suis heureux de vous le faire dire. Non, mais écoutez, en l'occurrence, c'est absolument indéniable. Je veux dire, où est la raison, le calme, la démocratie, la protection sociale aujourd'hui? Ce n'est pas en Chine, ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Europe. Sauf que les Chinois ne nous envient pas du tout parce qu'ils considèrent qu'on est divisé, que c'est le chaos. Mais peut-être à tort, Madame l'ambassadeur. Peut-être à tort. Non, mais c'est leur point de vue. Je sais. Mais ce point de vue n'est pas forcément juste. Non, mais de notre point de vue, non, bien sûr. Il y a quand même une question qu'on n'a pas encore abordée. Il n'y a plus d'envie par rapport à l'Europe comme il y a pu en avoir autrefois. Par rapport à l'Europe et les États-Unis. Plus d'envie. C'est la démocratie. Il n'y a plus. Oui, elle est absente, cette envie. Il y a un refus de l'Occident. L'Europe, ça fait réagir tout le monde. Permettez-moi d'apporter une contradiction à Bernard Guetta. Quand même, la démocratie américaine. Moi, je ne me permets pas. Hein. Mais moi, je me permets. Alors, Restez courtois, tout ira bien. Je vous rappelle quand même que la démocratie américaine repose sur les principes de Montesquieu avec 3 pouvoirs qui continuent à bien fonctionner. Et les contre-pouvoirs, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, fonctionnent parfaitement. Vous avez parlé de la bourse. Mais en Europe aussi. Je vous ai rappelé que les juges avaient fait leur travail également. Vous avez raison. Les associations font également leur travail. Et que les politiques le font d'ailleurs aujourd'hui. Ils ont adressé une lettre à la fois au FBI et au département de la justice pour savoir si l'affaire Epstein était réellement... Mais monsieur le professeur, tout ça est vrai en Europe, mais rajoutez la rationalité, le calme et la protection sociale. C'était pour dire sur ça se passe si mal que ça aux États-Unis et expliquer que ce n'était que dans le microcosme de la Maison-Blanche.